Il y a même des gens jusqu'à présent qui appellent pour savoir si, comment on appelle ça, les tickets sont disponibles, est-ce que vraiment l'événement va se passer. Il y en a qui veulent acheter les tickets le jour J. Le 13 mai, 13 juin, 13 juillet, le 13 août, c'est dans un jour. Pour ne pas dire nous sommes le 13 août, parce que c'est le 13 août que vous allez voir cette interview réalisée en ce 12 août 2022. Nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est 0h15. C'est pratiquement, on va le dire aujourd'hui, c'est quelque part un mythe. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mystères. Il tient tellement au chiffre 13. Et vous voyez l'heure, à 0h15 pour réaliser une interview. Nous sommes au CESTICAO. Notre invité, il a choisi de faire le grand déballage à l'équipe d'Actu People. Notre invité, il est l'initiateur du Tchin Tchin. La toute première édition, c'est ce 13 août 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Waouh! En 5 mois, pratiquement, il a cristallisé à lui seul tous les regards, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les foyers les plus reculés, dans toutes les chaumières abidjanaises, tant à l'intérieur du pays, dans le monde entier. Jonathan Morrison a décidé de faire le grand déballage, de faire des révélations exclusives et explosives. Jonathan Morrison, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Tu vas bien? Oui. Et pourtant, tu m'as l'air un peu fatigué. Oui, c'est le travail, ça va. Avant de peut-être s'étendre un peu sur cette fatigue, forcément qui est due, on va dire, à cette charge de travail que tu as, pourquoi avoir choisi Actu People pour ce grand déballage? Parce que pour moi, Actu People, c'est le meilleur média dans la vérité. Le média qui vérifie les informations avant de les relayer. Donc, en tout cas, je profite de l'antenne pour dire merci au vieux père qui a cru en moi depuis le début, depuis que j'étais à Los Angeles, qui m'appelait, qui me donnait les conseils, comment suivre son image et tout ça. Même si souvent, je fais quelques temps sans appeler le vieux père, mais il est toujours là pour moi quand même. Quand je l'appelle, il est toujours là. Et vraiment, merci beaucoup, vieux père. Et c'est une manière aussi pour moi d'être reconnaissant envers Actu People qui m'a aidé depuis le début, de réserver toute cette exclusivité-là pour Actu People. Voilà. En tout cas, de valeur, on va en parler. C'est une marque de reconnaissance. Merci déjà. Yeah. Forcément, cette interview, elle est remplie de symboles. Il y a beaucoup de valeurs qu'on va faire partager à ceux qui vont suivre cette interview. C'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous nous connaissons depuis 2019, il ne faut pas se le cacher. Depuis 2019, nous n'avons pas arrêté de nous appeler, d'échanger modestement. Et s'il y a quelque chose, honnêtement, je tenais à le dire face à cette caméra, qui m'a toujours marqué chez toi, c'est le respect. Je pense qu'avec le respect que tu as pour les personnes qui te suivent, pour ce public qui t'a adopté, tu vas nous dire beaucoup de vérités. Tu vas nous donner les moindres détails de pas mal de choses dont on sait peu. Bien sûr. Et pour parler de détails, on va s'intéresser à ton enfance. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance dans les moindres détails? Mon enfance, j'ai eu une très belle enfance à Yopougon-Sidessi. Toujours premier de ma classe, sportif, je jouais au petit poteau et aussi au grand poteau souvent, les centres de formation et tout ça. Voilà, un élève brillant, un jeune, éveillé, musicien aussi en même temps, musicien, élève et voilà, passionné de technologie. En tout cas, tu as tous les sémiotiques du petit génie, on va dire ça comme ça, beaucoup de talent, tu excelles tant dans la musique par rapport aux instruments de musique que tu maîtrises à la perfection. Le football, tu l'as dit, tu as évolué là-dedans. Tu parles de ton enfance par rapport aux classes que tu as faites en étant premier de classe, sans donner le nom de ton établissement ou bien de là où tu as fréquenté. Moi, je suis beaucoup dans les détails, tu sais. Oui, il n'y a même pas de problème. Ouais. J'ai fréquenté EPV Rousseau. OK. Au Rousseau. Et puis, j'ai fait CSP de Coco. Non. CSP de Kouté, Yopougon Kouté. OK. Et en plus de cela, j'ai fait le collège Sebako de Cité Vette. Après le collège Sebako, le collège président à la CDC. Et puis de là, je suis parti aux États-Unis. Tu étais en quelle classe quand tu t'es envolé pour les États-Unis? J'étais en terminale.
Une terminale. Tu as pu obtenir ton bac ou pas? Oui, aux États-Unis américains. Tu as obtenu ton baccalauréat aux États-Unis. Justement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé aux États-Unis? Mes parents. Tes parents t'ont fait partir aux États-Unis. Tes parents vivaient là-bas déjà depuis combien d'années? Depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans. Vu que tu évoques tes parents là, pour un garçon aussi talentueux que tu es, un génie comme tu l'es, est-ce que quelque part aujourd'hui tu as été ou bien tu fais ce que tes parents ont voulu que tu fasses? Non. Tes parents voulaient que tu fasses quoi? Que j'aille à l'école. Parce que j'avais reçu jusqu'à 133 scholarships, c'est-à-dire 133 propositions de bourses. Il y avait des académiques et il y avait des bourses sportives dans le sens du football, parce que je jouais très bien au football. Et mes parents se sont opposés. Ils ont voulu que j'accepte les bourses académiques dans le but de garder la ligne, parce qu'ils se disaient que si j'accepte les bourses sportives et que je me blesse, je ne pourrais pas continuer, je perds ma bourse parce que je ne peux plus jouer et tout ça. Et c'est ce qui a créé un très gros conflit entre nous et c'était ça le motif de la séparation. Voilà. Toi, tu as opté plutôt pour une bourse dans le domaine sportif? Oui. Et ce conflit-là avait retardé beaucoup de choses jusqu'à ce que le temps d'inscription et tout ça, de validation soit passé. Ça m'a beaucoup frustré. Donc, lorsque tes parents voulaient que tu suives le parcours académique, c'était pour faire des études en quoi? ça ne les intéressait pas parce qu'ils savaient que j'étais bon en technologie, donc c'était surtout la technologie, mais en réalité le domaine ne les intéressait pas vraiment. Ce qui les intéressait est que j'aille à l'université ou à l'école pour qu'ils soient fiers, c'est tout. Finalement, toi, tu as opté pour le football? J'avais opté pour le football, ouais. Mais après, vu les circonstances et tout ça, et voilà, je me suis tourné à fond dans la technologie. Dans la technologie. La technologie, tu en parles, est-ce que tu peux parler un peu fort? Parce que là, okay. Voilà, c'est vrai que tu as le micro, mais ouais. On voit que dans le ton de la voix, ça sort timidement. Oui, il n'y a pas de problème. Quand tu optes pour la technologie, tu essaies de développer, on va dire quoi, quel domaine de la technologie en gros? Tout ce qui est software et puis un peu de hardware. C'est-à-dire essaie de traduire ça pour nous logiciel un peu. Et voilà. Digital en fait, voilà, tout ce qui est logiciel, les applications, les motifs 3D, tout ça, voilà, c'est ça qui est, voilà. Maintenant, tout ce qui est hardware, ça c'est les gens, démontage d'ordinateurs, montage de voitures, tout ça, voilà, ça je touche juste un peu. Pas, voilà. Et dans ce domaine, tu es allé jusqu'à quel niveau? Dans le domaine de la technologie, ouais. Tu as développé ça jusqu'à... La technologie est vaste, il n'y a pas vraiment de niveau dans la technologie, voilà, la technologie, c'est tout, hein. Même celui qui fabrique un crayon, on peut dire ça. On va dire, toi, dans ton cas, c'est inné, au fait. Tu es un génie. Je veux dire, quand tu te dis technologie, lorsque tu t'y intéresses, forcément, tout ce que tu excelles là-dedans. C'est un peu ça. Voilà, parce que je sais, en fait, recruter les meilleurs et puis les encadrer pour réaliser de très bons projets. Voilà. Vu que tu excelles dans un tel domaine, est-ce que tu as pu travailler pour des entreprises dans ce sens? Oui, j'ai fait quelques projets, mais c'était beaucoup plus des projets d'identité graphique en fait. Donc, identité de l'entreprise et tout ça. Donc, il y a beaucoup. Et puis, vu que nous-mêmes aussi, nous sommes une entreprise, il y a pas mal de. Comment on appelle ça? Les accords où on ne diffuse pas les noms, là. J'ai oublié le nom. Les accords de confidentialité. Confidentialité, voilà. Okay. Il y a pas mal d'accords de confidentialité. C'est la raison pour laquelle je n'en parle pas. Donc, tu n'as pas été recruté pour une entreprise pour pouvoir faire carrière? Non, pas du tout. Ça, moi-même, je ne voulais pas. Moi-même, je ne peux pas. Je suis trop lourd pour être recruté par une entreprise. Je pèse trop. Je ne peux pas me recruter. Mais à ton actif, vu que tu es lourd, à ton actif dans ce domaine-là, qu'est-ce que tu as pu créer au jour d'aujourd'hui? J'ai pu créer beaucoup de choses, plusieurs différentes choses, mais d'abord, comme on commence avec 13 taxis, j'ai dû freiner 13 taxis parce que j'ai... Comment expliquer ça? J'ai rencontré quelques... Oui, je sais. C'est pas des difficultés, en réalité, c'est des failles qui existent dans la société, dans le système, en fait, en général, dont je vais parler tout à l'heure quand on va aller beaucoup plus dans ce sujet-là. Je l'ai évoqué tantôt parce que lorsque tu dis que tu es lourd
on s'est dit, bah, le garçon, il est lourd, mais il a fait quoi concrètement? C'est maintenant, on va dire que tu es en train de dévoiler, Voilà. ou bien que tu es en train d'expérimenter ce génie qui sommeille en toi. Bien sûr. Tu es un génie, mais un génie, souvent aussi, on peut dire, lorsqu'on a une puissance, on peut aussi l'employer de mauvaise manière. Est-ce que toi, il t'est arrivé, en tant que génie de l'informatique, d'exploiter ça pour d'autres desseins? Non, pas encore. Pas pour l'instant. Pas encore. Parce qu'on s'est dit, bah, il est très fort en informatique, peut-être que c'est un hacker ou bien il peut faire des trucs dans le domaine de la cybercriminalité, pourquoi pas? On peut se poser cette question, non? En toute légitimité. Amin, le couteau, on peut utiliser le couteau pour couper la viande, pour manger, comme on peut utiliser le couteau pour blesser quelqu'un aussi. Donc, ça dépend de la personne qui l'utilise. Mais le plus important, c'est d'avoir le couteau. Voilà. Vu que cette interview revêt un caractère exclusif et aussi véridique, est-ce que tu peux nous dire en toute sincérité que par rapport à ce don que tu as par rapport à l'informatique, il t'est jamais arrivé d'exploiter ça de mauvaise manière, d'une mauvaise manière? Non, pas du tout. Comme je dis, pas encore. J'ai eu l'occasion, mais pas encore. Pas encore. Parce que mine de rien, souvent, on s'est dit, comme je reviens encore là-dessus, parce qu'on s'est dit, quelqu'un qui maîtrise l'informatique, on sait qu'aujourd'hui, avec l'informatique, on peut faire de belles choses. On peut, pourquoi pas, même avoir de l'argent par des banques, par des moyens détournés. Toi, tu n'as jamais fait ça? Non, pas du tout. Jamais? Pas du tout. Mais quand même, tu peux connaître quelques stratagèmes pour pouvoir filer les gens un peu dans ce domaine, non? Pourquoi pas? Comme j'ai dit là, tu peux savoir utiliser le couteau, mais ça ne veut pas dire que tu vas l'utiliser pour... Tout le monde sait que le couteau qui est à la maison, il peut blesser les gens de la famille, mais personne ne se lève comme ça pour aller prendre le couteau pour venir blesser les gens. Voilà, donc c'est pas... Je sais, je peux savoir comment ça se passe, vu que c'est mon domaine. Si je m'y mets, je vais savoir, mais je ne me suis jamais concentré là-dessus à fond. Donc ça ne m'a jamais intéressé, quoi. Je préfère utiliser mon talent, mes connaissances pour de belles choses, parce que voilà, nous sommes en 2022 et ça c'est des choses passées, c'est des choses que les jeunes faisaient avant et voilà, moi-même ça m'a jamais tenté, quoi. Voilà. Si ça m'avait tenté, je ne pense pas que je serais là, je pense pas que je serais là. Je serais toujours en train de vivre la belle vie parce que c'est ça l'objectif en fait. Voilà. Moi j'ai une vision et c'est ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui m'intéresse pour l'instant. Par rapport au choix tout à l'heure au choix scolaire, au lieu de faire plutôt un parcours académique, tu as voulu faire un parcours sportif et tu as dit que cela a créé des frictions entre toi et tes parents. Est-ce que tu peux nous en parler vraiment en détail? Bon, il n'y a pas trop de détails, hein. C'est juste un malentendu. C'est normal, c'est normal. Les parents veulent ça, l'enfant veut ça, et donc c'est normal. Et cela a fait que toi et tes parents, vous ne vous parliez plus? Non, on parlait juste que on n'était pas d'accord, quoi. Sinon tout allait bien, tout va bien toujours, il n'y a pas de problème. Cela rappelle tout de même quand même, on va dire, ce tas que ton papa t'a posé, parce que c'est vrai que là tu parles de cet événement, peut-être c'est quelque chose qui a eu lieu il y a des années en arrière, mais lorsqu'on t'a vu à la lumière et que pas mal de jeunes ont commencé à s'identifier à toi, on a vu le tas que ton papa t'a posé. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir cela en public? Rien du tout. Ça m'a juste fait honte. J'ai eu honte parce que c'était vraiment... Ça me gênait de voir un père de famille réagir comme ça. Surtout mon père, avec la réputation que j'ai. Et sa réaction m'a fermé beaucoup de portes. J'avais des grosses têtes. J'avais une très grosse tête à rencontrer même le lendemain. Et c'est à 1h que le protocole de la personne nous a appelés pour nous dire mais qu'est-ce qui se passe sur les réseaux avec Jonathan? Et on a essayé de négocier. La personne a dit non, on ne peut pas vous rencontrer parce qu'on ne veut pas associer notre image à quelqu'un qui a des problèmes avec sa famille. Et ça, c'est même pas la seule personne. Il y a plusieurs autres personnes, plusieurs autres entreprises qui étaient prêtes depuis le début, qui avaient vu l'engouement du tournoi, avec qui on était en communication et qui ont dû tirer le frein à main à cause de sa réaction sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc ça m'a beaucoup pénalisé, plus que personne ne peut l'imaginer. Mais je suis un homme, donc j'accepte ça, quoi. J'essaie de faire avec. Tu as eu ton papa au téléphone pour en parler? Tu as eu ton papa après au téléphone pour en parler? Après, oui, une seule fois, mais on n'a pas pu parler. Je lui ai demandé, la seule question qu'il lui a demandé si c'est vraiment lui qui a fait le poste là. Il n'a pas pu me répondre, il m'a dit de venir à la maison. Je lui ai dit non, je ne peux pas. Il est encore du en ce moment? Oui, il est encore du voir. Ouais, c'est ma mère qui est
aux États-Unis. Tu en as parlé avec ta mère justement? Non, pas encore. Je n'ai pas encore parlé avec elle. Vu que tu n'as pas pu parler en tout cas de cet épisode avec ta maman, quels sont tes rapports avec elle au jour d'aujourd'hui? Tout se passe bien. Elle était là à Abidjan il n'y a pas longtemps. Elle vient à peine de rentrer il y a quelques semaines. Tout se passe bien. Il n'y a rien avec elle. Mais pourquoi elle, quelque part, du moment où ton papa t'attaque, elle n'a pas pu te défendre en public? Ça aurait pu quand même, on va dire, compenser un peu? Non, là maintenant ça devient un chaos. Ça devient une sorte de keep up with the Kardashians. What? Là ça devient une famille médiatique sur les réseaux sociaux avec tout ce tapage. Non, non. Ma mère n'est pas comme ça. Elle est beaucoup réservée. Et voilà. Moi je savais que mon père allait faire ça. Je savais. J'ai même dit à quelques-uns de mes collaborateurs, juste quelques jours après que je sois arrivé en Abidjan, je savais que tôt ou tard, il allait faire ce poste-là parce qu'il était monté, en fait. Voilà. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais je savais. Je m'attendais à ça. C'est pour ça que la seule chose que ça m'a fait honte. Sinon, ça ne m'a pas touché émotionnellement ou quoi que ce soit. Non. Selon toi, pourquoi ton père devrait t'en vouloir? Selon moi, ouais. Je ne sais pas. Il a ses raisons à lui. Je ne sais pas. Chacun a ses raisons de croire, ce qu'il veut croire. Chacun a ses raisons de... Voilà. Il a ses raisons. Des raisons que j'ignore. Voilà. J'ai jamais réfléchi, j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais voulu savoir pourquoi. Même si je sais, j'ai des soupçons, j'ai des pensées dont j'en suis certain, mais pas à 100%. Donc je regarde en fait. Voilà. Vu que tu parles de croyance, on sait que ton père il est pasteur. Toi tu ne crois pas en Dieu, tu l'as déjà dit une fois. Cela a dû à quoi? Bon, c'est pas que je ne crois pas en Dieu. Ce que je voulais dire, c'est que je n'appartiens pas à une religion fixe. Voilà. Sinon, je sais qu'il y a forcément une source de vie. Si c'est ça que certaines personnes appellent Dieu, oui, c'est ça. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais juste dire que je n'appartiens pas à une religion. À une religion fixe. Voilà. Tu n'es ni catholique, encore moins évangélique? Non. Mais je crois en l'humanité, voilà, en l'amour et tout ça. Parce que moi, vous savez, mes parents sont chrétiens, tout le monde est chrétien dans ma famille. Je suis né dans une famille chrétienne, mais les personnes qui devaient être des exemples pour moi, c'est qui ces personnes? Ça t'affecte un peu cet épisode, non? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Tu ne vois pas en ces personnes comme des modèles qui devraient t'inspirer à embrasser une religion quelque part, c'est ça? Non, mais quand je vois des gens parler, essayer d'apporter la bonne nouvelle et qu'eux-mêmes ne pratiquent pas la bonne nouvelle. La religion, c'est quelque part, on va dire, une expérience individuelle, personnelle avec Bien Dieu. sûr. C'est la raison. Pourquoi est-ce que tu ne sais pas, on va dire, toi-même d'expérimenter Dieu véritablement à ton niveau? Dans quel sens? Comment? En priant, en peut-être embrassant une religion. On ne t'impose rien, forcément. Chacun est libre de sa croyance. Mais de dire que je ne crois pas, je n'appartiens pas à une religion quelconque, parce que ceux qui étaient censés plus ou moins être mes modèles ne se comportent pas comme il faut. Et cela ne m'encourage pas. Pourquoi tu ne fais pas ton expérience toi-même? Je fais mon expérience, et c'est ça mon expérience, c'est de croire, mais ne pas appartenir directement à une religion. C'est ça mon expérience. Ta force spirituelle, tu la tires d'où? Du 13. De quoi? Du 13. Du 13. Il y a tout un mystère dans le 13. Jonathan Morrison, qui arrive aux États-Unis à quel âge? À 16 ans pratiquement, je crois. Bon, ouais, on va à quel âge? Je ne me rappelle plus, mais oui, on va dire autour de ça, ouais. Tu atterris dans quel état? Comment se font tes premiers pas en tant que citoyen américain? Bien. Je reçois un choc déjà quand j'atterris. Je vois
je me sens comme si je venais d'atterrir en 2050. Je venais de sortir et vraiment ça m'a touché. Je me suis dit mais pourquoi ce décalage-là en fait? Parce que on peut avoir tout ça aussi dans notre pays. Et depuis lors, ça m'a vraiment touché. Donc j'ai toujours eu cette partie de moi-là qui a toujours voulu apporter quelque chose pour son pays. Depuis mes premiers pas aux États-Unis. C'est quand je suis arrivé aux États-Unis que j'ai été révolté en fait. Parce que moi je ne suis pas le type de personne qui va dire ok, ici c'est bon, les États-Unis, on gagne l'argent beaucoup plus facilement qu'en Afrique, donc voilà, je m'installe ici, je prends ma maison, comme si je fonde ma famille, parce que l'Afrique là, j'ai pu sortir de là-bas, donc je suis à l'aise. Non, moi je suis même pas fier. Je suis aux États-Unis. Je me dis que tout ce qui se passe là-bas, c'est des gens qui ont construit le pays. C'est pour eux, pas pour moi. Pour moi, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, si je dois être fier de quelque chose, si je dois être à l'aise, c'est pas ici que je vais être à l'aise, c'est chez moi. Même s'ils ont des immeubles de 150 étages, je ne vais pas aller prendre... Bon, au début, c'était la jeunesse et tout ça, mais après, au fur et à mesure que j'ai grandi, c'est pour ça que j'ai baissé même tout ce qui est bling-bling et tout ça, parce que je me dis qu'à la fin, la valeur d'un homme, c'est la réalisation. Pas seulement acheter des maisons, mettre en location, mais réaliser quelque chose pour apporter un plus à la communauté, à sa famille, ou à son pays, ou à n'importe qui. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à me concentrer. Voilà. C'est dans quel état tu as atterri? Texas. Au Texas. Et au jour d'aujourd'hui, avant de venir en Côte d'Ivoire, tu étais où, au Texas ou bien à Atlanta? Avant de venir en Côte d'Ivoire, j'étais à Atlanta. Je te vois venir. De là pour le grand déballage. Non, je te vois venir, boss. Je te vois venir. Non. Parce que là, on est en train d'aller maintenant dans un sujet vraiment. Tu es très fort, pour moi. Il sait mettre les projections de coordination. Il dit, mais avant d'arriver ici, tu étais où, à Atlanta? Donc je sais que la prochaine question, c'est qu'est-ce que tu faisais à Atlanta? Parce que tu sais déjà, donc je sais. Non mais c'est bien, j'aime ça. Allons-y, boss, allons-y. Tu as atterri au Texas. Ok. Tu fais combien d'années au Texas? Plusieurs années au Texas. Plusieurs années au Texas. J'ai fait plusieurs années, je crois 6 ans, 7 ans au Texas. Plusieurs années au Texas. Et donc après, avant de venir en Côte d'Ivoire, tu étais dans quel état? Vu que quand tu es allé en Côte d'Ivoire, quand tu as quitté la Côte d'Ivoire pour les États-Unis, tu as atterri au Texas. Mais avant de quitter les États-Unis pour venir en Côte d'Ivoire, tu étais dans quel état? Atlanta. Atlanta. Super. Qu'est-ce qui t'a emmené à Atlanta? Je savais. Je savais que... Fais attention à ton micro. C'est bon? Ouais, je savais que c'était ça la prochaine question. Ouais, ben c'est bien, c'est une suite logique. Qu'est-ce qui m'a amené à Atlanta? Rien ne m'a amené à Atlanta. Tu voulais changer d'état tout simplement? Oui, je voulais changer un peu. Parfait. Du jour au lendemain, tu te retrouves en Côte d'Ivoire. Ça vient d'où ce déclic de se dire, là j'abandonne tout, il faut que je rentre en Côte d'Ivoire? J'avais prévu ça depuis longtemps. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Depuis très très longtemps d'ailleurs. Bon, pas très très longtemps, mais j'avais prévu ça. Tout ce qui se passe était prévu. Ok. Ouais. Mais justement, est-ce que tu penses avoir bien préparé ce retour en Côte d'Ivoire, même si tu l'avais déjà prévu, mais est-ce que tu penses l'avoir bien préparé? Oui, très bien préparé d'ailleurs. Très bien préparé. Et c'est d'ailleurs la préparation qui me permet d'être debout là, sinon je ne serais pas là. Dans ton plan de directeur, quand tu te dis, dès que j'arrive en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je fais? Dès que j'arrive en Côte d'Ivoire. Ouais, vu que tu avais prévu venir et que tu avais déjà planifié pas mal de choses dans ta tête, tes projets étaient déjà bien écrits. En termes de déploiement, quelles étaient les premières actions que tu t'es dites que tu allais faire une fois que tu arrives en Côte d'Ivoire? Les premières actions. Que j'avais prévu. Ouais, ce que tu devais faire dès que tu arrives. Bon.
Les premières actions étaient d'abord constituer les entreprises et puis ouvrir les différents comptes bancaires, m'installer, recruter les jeunes qui ont la même vision que moi et tout ça. Ouais, c'est ce qui a été fait. Et le premier projet que tu devais lancer, c'était lequel? Le premier projet que je devais lancer, c'était d'abord Tchin Tchin. Ok. Ensuite, 13 taxis et ensuite les autres allaient couler. Il y a plusieurs, voilà. Mais voilà, on va continuer parce que je ne vais pas répondre à une question avant que non, avant que la t'inquiète, question soit non, posée. mais il n'y a pas de souci. Tu peux déballer sans que forcément on te pose la question, ça ne dérange pas. Vu que tu dis que dans ton planning, tu avais prévu faire le Tchin Tchin dans un premier temps, ensuite le 13 taxis et d'autres applications qui la suivent, pourquoi avoir démarré par 13 taxis? J'avoue que c'était une erreur de démarrer 13 taxis, mais en même temps, ce n'était pas une erreur, c'est une erreur qui a eu un bon résultat parce que ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose de super, super important et ça m'a vraiment touché. Bon, je ne vais pas appeler ça une dépression, mais j'étais vraiment dans le noir pendant un bon bout, ici même en Côte d'Ivoire, parce que je venais de me rendre compte de vraiment quelque chose de vraiment super important, super sérieux, auquel quelque chose de super important que beaucoup de personnes ignorent. Voilà. Et je me suis mis à travailler dessus. Et c'était quoi? La sécurité. La sécurité. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on monte dans un véhicule, on ne connaît pas le chauffeur. On monte dans un taxi, on ne connaît pas le chauffeur. Ou bien on commande un taxi, on ne connaît pas le chauffeur. On n'a aucune vérification si c'est vraiment bien conduit. Si ce n'est pas quelqu'un qui a donné la voiture à quelqu'un d'autre en train... Voilà, il y a tellement de facteurs d'insécurité là. Donc il fallait quelque chose... Il fallait rendre tout ce que j'ai fait là de la qualité. Parce que on ne peut pas enregistrer un chauffeur ou bien on ne peut pas avoir quelqu'un qui conduit des gens sous notre couverture, sous notre 13, sous notre groupe. Et ce n'est pas des gens vraiment vérifiés. Et ça dit que si quelque chose se passe, on ne peut pas savoir qui était vraiment le chauffeur. Et il y a toutes ces choses-là en fait à mettre en place. Même pas seulement ça, mais dans d'autres applications, dans d'autres développements, dans d'autres domaines. Par exemple, le restaurant, où plusieurs restaurants où on va manger. C'est pas comment ça se passe derrière, comment la nourriture est préparée et tout ça. Il n'y a pas vraiment d'administration qui approuve ou qui donne des agréments pour dire que ça c'est un restaurant. Et c'est à ce à quoi mes recherches et ma réflexion sur 13 taxis a abouti. Parce que je me suis dit il faut sécuriser 13 taxis. Il faut que tous ceux qui utilisent 13 taxis, parce que les gens, ce qui s'est passé avec 13 taxis, les gens commandaient et quand le véhicule approche, ils annulent. Genre pour s'amuser en fait. Voilà, d'autres personnes essayaient, ils n'avaient pas envie d'essayer de déplacer, mais parce qu'ils ont entendu que Jonathan Moïse en a fait quelque chose, donc ils veulent essayer pour voir, ils commandent, quand ça vient, ils annulent. Il y a des chauffeurs même qui se sont enregistrés, quand un client commande, il voit, il annule la commande. Et vraiment, c'était comme, voilà, chacun faisait ce qu'il voulait, quoi. Et voilà, donc ça aussi c'est un facteur qui m'a poussé aussi à réfléchir à comment sécuriser pour que, c'est-à-dire que je veux que tous les produits 13, quand quelqu'un va utiliser quelque chose de 13, il est confiant, il est rassuré que tout ce qu'on fait est vérifié à 100%. Voilà, et c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à réfléchir et la solution m'est venue de construire un système de sécurité, une base de données qui va regrouper tous ceux qui d'abord me suivent, qui ont ma vision, hormis Facebook, parce que Facebook c'est un réseau social, chacun vient s'amuser, il y a d'autres qui ont leur faux nom, faux profil, tout ça. Mais ce système de sécurité là sera un système, parce que c'est déjà prêt, un système
vraiment, vraiment, vraiment sécurisé, qui personne ne peut avoir deux comptes. Ah, c'est notre objectif numéro 1. Personne ne peut avoir deux comptes. On a plusieurs entreprises 13 qui vont s'aligner et personne ne pourra utiliser aucun de nos produits s'il n'est pas enregistré dans ce système-là. Donc 13 devient comme une maison. Et quand tu t'enregistres, ouais, je suis en train d'expliquer, quand tu t'enregistres avec 13, on te donne une carte de membre, une carte d'identité de membre 13 et tout ça. Voilà comment ça va se passer. Et là, vous savez, la vie est un choix. C'est pas tout le monde qui aime Mercedes, c'est pas tout le monde qui aime Lamborghini. Est-ce que vous voyez? Donc ce que je fais, c'est pour ceux qui comprennent ma vision et ceux qui sont prêts à me suivre. Voilà, je ne suis pas en train de faire quelque chose pour... Je ne me dis pas que tout le monde va forcément me suivre, mais je sais qu'il y aura forcément des gens qui partagent la même vision que moi, qui attendaient ça, parce que je savais qu'il y a quelque chose comme ça qui manquait. Voilà, donc voici, j'entre maintenant dans le vif du sujet. 13 est devenu maintenant une maison qui va abriter tous les Noirs. Parce que moi, je ne vais pas les appeler mes fans parce que je n'aime pas trop ce titre-là, mais mes amis du 13, on les appelle les Noirs. Voilà. Donc quand tu t'enregistres avec 13, ce système de sécurité-là va venir sous forme d'application. Là, vous voyez, voilà, ça va venir sous forme d'application. Et lorsque tu t'enregistres avec 13, on te donne la carte de membre 13. Et il y a aussi l'enregistrement des entreprises. C'est-à-dire que si tu as un restaurant, ou bien on va aller sur un restaurant. Disons que, par exemple, il y a elle qui est là en haut, qui est partenaire, vu qu'elle est dans le 13 avec nous, elle est partenaire. Et là, on va faire l'inauguration de son salon de beauté sous la couverture maintenant de 13. C'est-à-dire que son salon de beauté a passé les tests de vérification. On a envoyé des agents pour vérifier comment ça se passe dans le salon. Si les tondeuses sont bien nettoyées, si les employés sont accueillants, vous voyez, et à chaque fois, chaque semaine, comme ça, le 13 même vont envoyer des agents de surprise pour faire la surprise, pour voir si, par exemple, un restaurant, si c'est propre, si c'est toujours propre. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, l'agent vient, ils vont nettoyer rapidement, il va venir, il va partir, ils vont avoir les certificats, puis après, ils vont reprendre encore. Mais on va avoir des agents surprises. Ça veut dire que si un restaurant veut être partenaire avec 13, d'abord, tous les Noirs du 13 seront encouragés à consommer davantage les produits 13. Vous allez créer un réseau commercial, au fait. Voilà, pas forcément commercial, mais une communauté d'amis. Voilà, où on s'entraide ensemble parce que c'est le seul moyen de vraiment encadrer la jeunesse et puis développer le pays davantage si on consomme localement entre nous. Ce qui est intéressant, voilà, pour parler de cette application 13, tu as été un peu long, un peu dans les détails. C'est ce qu'on veut. On veut que tu puisses tenir la parole aussi longtemps que possible. Mais on va revenir quand même à 13 taxis. Outre ce volet sécuritaire que tu as pu remarquer dans ta démarche, ce qui t'a été reproché tout de même dans l'implémentation de ces souhaités, c'est si ce n'était pas un problème de procédure, surtout au niveau des procédures administratives. Est-ce que administrativement, tu n'as pas failli quelque part? Non, on n'a pas failli quelque part. Ce n'était pas un problème de procédure, c'est un problème de... C'est un problème, comment je vais appeler ça? C'est un problème... Un malentendu? Pas un malentendu. C'est une attaque. Dans quel sens? J'avais prévu lancer 13 taxis le 13. Et les papiers des 13 taxis devaient sortir le 12. J'ai été convoqué à la police économique bien avant ça pour me questionner sur les papiers des 13 taxis qui n'étaient pas encore prêts. Et après, un jour, je crois, quelques heures après ou un jour plus tard, je vois sur les réseaux sociaux toutes ces informations-là sur 13 taxis. Voilà. Et voilà. Jonathan, je veux... Non, mais parce que tu as promis faire le déballage. Et on souhaiterait que tu te lâches. Parce que j'ai l'impression que dans ton speech, il y a beaucoup de retenues quand même. Oui, si tu ne t'expliques pas
on ne pourra pas te comprendre. Je sais. Là, tu parles de police économique. C'est vrai que tu as été convoqué à la police économique. Comment ça s'est passé, ton audition, qui était derrière tout ça, selon toi? Essaie de nous expliquer un peu dans les moindres détails pour qu'on puisse comprendre, s'il te plaît. Pourquoi j'ai dit que c'était une attaque? Parce que lorsque j'ai été convoqué à la police économique, d'abord, ils croyaient que j'étais en train de faire l'ANAC avec 13 taxis. Ok. Et après leurs investigations, j'ai fait des heures là-bas, toute la journée même là-bas. Ils ont vu qu'on n'était pas en train de faire une ANAC. Et pendant l'audition, il y avait quelqu'un qui était assis là. Pour moi, nous sommes dans un bureau de la police économique quand même. C'est pas n'importe qui ne peut pas rentrer ici. C'est une audition. La personne est en train de poser des questions. Les questions sont reportées dans l'audition. Donc pour moi, c'est un policier de la police économique. Et à ma grande surprise, c'est un cyberactiviste qui a allé révéler tout ce qui a été dit dans l'audition secrète à la police économique, qui allait tout déballer sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas dire son nom. Bah, s'il a publié, c'est que peut-être il a publié à son nom tout de même, je pense. Bon. En tout cas, oui. moi, je n'ai pas vu cette publication. Voilà. Je t'aurais donné son nom, mais c'est quel cyberactiviste? Vu que toi, tu as vu sa application, il a un nom quand même sur les réseaux sociaux. Je ne veux même pas retenir son nom, je ne veux même pas parler de... Je ne veux pas lui donner toute cette audience-là. C'est pour ça que je ne voulais même pas rentrer là-dedans. Mais ce n'est pas des choses que je veux réveiller ou régler ou quoi que ce soit. Mais je veux dire que c'était pas juste. Ça m'a beaucoup touché. Je me suis senti... J'ai vu... C'est comme si j'avais pas de droit. Mais lors de cette audition, est-ce que tu t'es fait assister d'un avocat pour pouvoir revendiquer tes droits quelque part? Non, je ne me suis pas fait assister d'un avocat parce que, bon, moi, mon avocat n'est même pas ici en Côte d'Ivoire, donc j'ai appelé. Mais tu peux te prendre un avocat ici? Oui, je pouvais, mais on m'a appelé à la veille, on m'a dit de venir le lendemain. Ok. Voilà, donc j'avais pas assez de temps pour prendre un avocat. Et pour moi, c'était pas grande chose, ils voulaient comprendre. Normalement, c'est ça le travail de la police économique. Il y a un nouveau système qui se met en place, qui va bénéficier économiquement à beaucoup de personnes. Et c'est tellement beau que ça a l'air pas correct. Donc ils voulaient en savoir plus. Ils ont fait leur investigation, ils ont vu que j'étais dans la vérité. Et ils m'ont juste dit d'aller me procurer les papiers, mais je leur ai dit que les papiers étaient déjà en cours et que j'ai dit la sortie le 13 parce que les papiers sortaient le 12. Okay. Ouais, et les papiers sont vraiment sortis le 12, mais mon image était déjà salie parce qu'ils ont utilisé ça pour... C'était leur objectif de salir mon image. Voilà. Mais outre cela, en quoi est-ce que le fait que ton image ait pris un coup par rapport à cette audition à la police économique, en quoi est-ce que ça t'a empêché de pouvoir lancer 13 taxis? En quoi? Ça ne m'a pas empêché de pouvoir lancer 13 taxis. Mais vu que tu dis que non, ton image a déjà pris un coup, donc tu as abandonné le projet. En quoi est-ce que ça pourrait t'amener à abandonner ce projet? Non, ce n'est pas pour ça que j'ai abandonné. Je n'ai pas abandonné 13 taxis. J'ai suspendu 13 taxis pour me concentrer à créer le 13, qui est le système de sécurité. Comme ça, ce 13-là va s'occuper de la sécurité des 13 taxis et de tous les autres qui vont venir. Comme ça, tout est sécurisé, tout est centralisé sur une seule base de données. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui n'est pas bien, avec un seul clic, on peut l'enlever et il n'a pas accès à tous les avantages du 13. Mais où on en est avec la procédure administrative que tu devais suivre par rapport au ministère des Transports? Ou paraît-il, pour créer ce genre d'application dans les transports, il fallait payer une caution. Où tu en es avec ça? Nous sommes toujours en train de suivre la procédure. Il y a toujours de quoi faire. Hein. Il y a toujours de quoi faire. La caution, voilà. On a suspendu l'activité, donc avant de reprendre l'activité, on va s'assurer que tout est en place. Voilà, tout est en place encore. Je vais encore même les contacter de part et d'autre, m'assurer que tout est en place avant de reprendre l'activité pour ne pas encore rencontrer ce genre de problème-là. Mais voilà. Avant d'arriver en Côte d'Ivoire pour lancer tous ces projets, que ce soit l'application 13 Taxi, le Tien et autres, tu étais précédé, on va dire, d'une médiatisation forte. Forcément, qui a démarré depuis 2018-2019. Bien entendu, cela mettait un peu en avant aussi ta relation avec celle avec qui tu étais qui était avant. Et ça a créé un prétexte communicationnel qui a fait que tous les plateaux télé te recevaient.
Comment est-ce que tu as abordé ces premières interviews sur les plateaux télé en Côte d'Ivoire? Avant ou maintenant, récemment? Lorsque tu es arrivé, tu as été sur plusieurs plateaux télé. Récemment, Parce que comme en février là. Voilà, lorsque tu es arrivé. Lorsque tu es arrivé en février, justement, comme je dis, tu étais quand même assez connu. On connaissait Jonathan Morrison, tout et tout. Tout le monde en voulait en savoir un peu plus sur toi, donc tu étais reçu sur les plateaux télé. Comment est-ce que tu as vécu ces passages sur ces différents plateaux télé? Il n'y avait rien de spécial, c'était juste des interviews, voilà. Je partais, j'écoutais, j'essayais de faire la promotion de mon événement, la promotion de mes activités, c'est tout. C'était ça mon objectif, essayer d'un peu et connaître un peu comment ça se passe ici en Côte d'Ivoire et voilà, et parler un peu de mes événements, même si on ne m'a pas beaucoup donné la parole par rapport à ça. Je pense n'avoir pas eu assez de temps pour parler. Tu as eu beaucoup de plateaux quand même, Jonathan. Mais tous ces plateaux-là... Tu étais sur des programmes où tu avais quand même des 52 minutes, de 1 heure de temps, où tu avais quand même l'occasion de t'exprimer largement. Mais tous ces plateaux-là me posaient des questions sur ma vie privée plutôt que sur mes projets. Donc... Mais peut-être c'était ce qu'on savait de toi, donc les gens ne vont pas inventer des choses. Bien sûr. C'était ce qu'ils savaient de toi, donc il fallait que tu t'expliques un peu. Après, quelque part, moi je parle de ces passages sur les plateaux télé, d'autant plus que dans tes éléments de langage, après, on voyait que ça créait toute une polémique. Il y avait des lynchages sur les réseaux sociaux, forcément, il y avait des personnes qui te défendaient et cela t'a créé un capital sympathie aujourd'hui auprès de ta communauté. Comment est-ce que tu as vécu tout ça, tous ces trucs quand tu finis un plateau et puis boum, sur les réseaux, c'est Jonathan par-ci par-là, comment tu as vécu tout ça? En fait, ça ne change rien, ça me dit rien, ça me dit absolument rien parce que je suis toujours préparé, je sais ce qui... moi je vis dans le futur en fait, je calcule, je suis toujours en train de calculer, à vivre dans le futur. C'est comme tout ce qu'on est en train de faire là, c'est comme une répétition pour moi. J'ai déjà fait l'interview. Toute cette interview-là, j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà fait l'interview dans ma tête. Et tout ce qu'on est en train de faire, c'est une rediffusion. Parfait. Lorsque tu parles comme ça, je suis tenté de te poser une question. C'est clair que tu es un génie quelque part. Tu maîtrises bien l'informatique, tu as pas mal de talent. Mais est-ce que quelque part, tu n'es pas comme un génie qui se connaît pas bien ou bien qui se vend mal quelque part? Qu'est-ce que ça veut dire, un génie qui ne se connaît pas bien? Parce que quand tu te vends, quand tu dois parler de toi, et c'est la remarque que je fais quand même lors de cette interview, pourquoi est-ce que dans les éléments de langage, tu ne vas pas à fond pour déballer les choses comme il faut véritablement? C'est ma nature. C'est ma nature. Beaucoup de personnes pensent que... Bon, beaucoup de personnes prennent ça pour un défaut. Plusieurs prennent ça pour une qualité, mais c'est ma nature de ne pas... C'est ça un homme pour moi. Un homme, il doit rester mystérieux. Il doit rester quoi? Mystérieux. Mystérieux. On ne doit pas connaître sa force de frappe, on ne doit pas connaître son prochain mouvement en tant qu'un homme. Et c'est ce que je veux partager avec mes jeunes frères ivoiriens, mes jeunes frères africains. Parce que je vois beaucoup d'entre eux qui pensent que réussir dans la vie, c'est seulement péter des champagnes ou c'est seulement devenir grand artiste ou c'est seulement courir derrière un ballon. Je veux leur ouvrir les yeux pour leur dire qu'il y a plusieurs autres choses à faire, plusieurs autres choses à devenir. On peut réussir sa vie dans tout même en vendant du charbon. Voilà. Et pour revenir à la question comment on appelle ça, du mystère et tout ça, c'est ça, un homme doit rester calme, silencieux. Bon, les gens se plaignent que voilà, personne ne sait. Même mes parents. Mais justement, pour toi, le génie, c'est ne pas savoir ne pas savoir parler de soi, ne pas faire un récit de vie correct. C'est de pouvoir entretenir ces zones d'ombre-là sur sa vie. C'est ça, être mystérieux? Non. Pour moi, en fait, qu'est-ce que moi j'appelle mystère? Mystère, c'est juste qu'on n'arrive pas à te cerner, on n'arrive pas à te comprendre. Et c'est ça mon problème avec tous ceux qui me détestent. C'est des gens qui soit veulent me contrôler,
ou bien soit ils veulent forcément s'imposer à moi. Voilà. Et moi, ça ne marche pas avec moi. Donc, voilà. Tu te définis comme quel genre de personne? Je me définis comme, comme tout le monde. Hein. Moi, je suis simple. On me dit toujours, mes partenaires, mes assistants, mes employés, tous ceux avec qui je travaille, ils me disent toujours de me comporter comme une star. Mais moi, je ne me vois pas. Non, je ne me vois pas en train de faire tout ça. Donc, je vais dire que je suis une personne simple. Voilà, je suis une personne simple. J'aime tout ce qui est naturel. Je ne sais pas, mais je préfère respirer l'air du village, être dans un coin naturel avec les animaux, l'eau. Jonathan, c'est pas ce que tu nous demandes ces derniers temps, hein. Tu es tout le temps sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas en train de respirer l'air frais d'un village quelque part, je ne sais pas où. Si. Ça, on voit Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Moi, sur les réseaux sociaux, je poste seulement. Il y a beaucoup de personnes qui ne m'ont pas vu depuis longtemps. Je poste juste, quand je dis je poste, je parle les publications, je ne poste pas de photos. De toute façon, lorsque tu fais les publications, tu y vas à fond. On va en arriver. Il y a eu des épisodes où toute une journée, tu as dû prendre une personne possible et puis faire des trucs. Ça, on va en arriver. Mais quand tu dis que non, là, on est en train d'échanger de manière assez conviviale, fraternelle, sympathique. Mais jusque-là, Jonathan a du mal encore, je le dis honnêtement, hein, à sortir quelque chose. Pourquoi tu as du mal à parler de toi-même? Je parle de moi-même, On s'est créé un petit esprit salon sur ce terrain où il va avoir le tchin-tchin. Oui, on va arriver au tchin-tchin, hein, oui. forcément. Là, on est juste au milieu de l'interview. On s'est fait ces canapés, c'est comme si on était dans un salon tchin-tchin. Mais Jonathan, l'initiateur du tchin-tchin, a du mal à parler de lui-même. C'est quoi le problème? C'est le diagnostic, enfin, c'est, on va dire, la petite conclusion partielle que je peux faire là en ce moment, la déduction partielle. C'est dû à quoi? Pourquoi tu as du mal à parler de toi? Ça me gêne de parler de moi-même parce que je ne veux pas. Je ne sais pas, ça me gêne. Ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup de parler de moi-même. Je peux me présenter, je dis, je ne sais pas. Mais pourquoi au final ne pas opter pour le silence? Ce serait pas caractéristique de ce que tu veux vouloir transmettre? Le silence? Oui. Pourquoi ne pas opter pour le silence quelque part? J'ai toujours opté pour le silence. Non, quand je dis opter pour le silence, aucune publication sur les réseaux sociaux. À minima même, la page Jonathan Morrison, tu fais un blackout là-dessus. Rien, aucun plateau télé. Pourquoi ne pas opter par exemple pour ça? Ce serait une option parmi tant d'autres, non? Mais comment est-ce que je vais faire connaître mes produits? Pas un commercial ou un chargé de communication? Non, ça c'est... C'est vrai que là, ton personal branding, il est super réussi. Parce que Jonathan Morrison porte bien toutes les marques Jonathan Morrison. La preuve, Morrison, sur les maillots, tout et tout, c'est bien. Mais lorsqu'il s'agit de déballer, de déployer, on a du mal. Tu en fais le constat. C'est dû à quoi? C'est dû... Ou au demeurant, tu souhaiterais t'exprimer sur quoi qui peut te permettre, toi, de faire un bon déroulé, de faire un bon récit là tout de suite. Aborde un sujet, hein, cas pratique, où tu as envie de vraiment vouloir t'exprimer là véritablement. Le développement. De quoi? Du pays. Vas-y, on t'écoute là-dessus. La Côte d'Ivoire, le développement de... Limite, tu peux nous servir un petit exposé là-dessus, ça serait pas mal, vas-y. De la jeunesse, voilà. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est un très grand pays. La Côte d'Ivoire j'adore la Côte d'Ivoire. J'adore mon pays. La Côte d'Ivoire est en marche vers un très grand développement et ça, j'adore. La Côte d'Ivoire a des stars interplanétaires, des stars... Bon, il n'y a pas d'interplanétaire, ça c'est... La Côte d'Ivoire a des stars mondiales du sport. Le sport est beaucoup aimé en Côte d'Ivoire. Le sport est beaucoup pratiqué en Côte d'Ivoire par les jeunes, par les vieux, par les adultes. La preuve,
Même à la fête de l'indépendance, le gouvernement même a joué un match de gala. Ça veut dire que le football surtout, mais le sport est beaucoup pratiqué, beaucoup aimé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des stars internationales qui jouent dans les plus grands championnats au monde. Mais je vais à Djamé, je me balade dans les rues d'Abidjan et tout ce que je vois, c'est Chelsea, Barça, Chelsea, Barça, Real, Chelsea, Barça, Real, PSG, Chelsea, Barça, Real, Chelsea, Barça. Vieux père, est-ce que vous-même, vous pouvez me donner comment le maillot de CW Sport, si je vous présente deux maillots, vous pouvez me donner le maillot de CW Sport, ou mais est-ce que vous pouvez me dire où je peux trouver le maillot de CW Sport? Je suppose dans la boutique. Chaque club doit avoir sa boutique. Jusqu'à San Pedro. Certainement. Ou en tout cas, où se trouve leur siège, ils peuvent avoir une boutique. Pourtant, j'ai vu le maillot de Real, j'ai vu le maillot de Chelsea. Où ça? Ici, à Abidjan. Des villes, des cités qui sont à des milliers de kilomètres de nous, qu'on porte toujours le maillot ici. On regarde leur championnat, on parie sur leurs joueurs. Pourtant, on a des joueurs ici. Pourtant, on a une ligue professionnelle ici. On ne connaît même pas les maillots, on ne connaît même pas ce qui se passe réellement parce que ce n'est pas beaucoup médiatisé. Même si c'était médiatisé, vraiment, il n'y a pas... Bon, je ne sais pas, mais je n'ai pas vu... Pour tout te dire, vu que tu parles de maillot, la transition elle est toute faite. Voilà. Même si ton exposé que tu voulais faire sur le développement de la Côte d'Ivoire m'a pas convaincu, ça je te le dis en toute honnêteté. Ça c'est juste l'introduction. Je vais aller très rapidement. Vas-y, dans le développement voilà. alors du coup. Dans le développement, ça veut dire que d'abord les maillots de Tchin-Tchin, je vais revenir ici pour partir là-bas. Les maillots de Tchin-Tchin, avec l'entreprise, tout était bon, mais le délai ne nous permettait pas d'avoir les maillots, il ne nous permet pas d'avoir les maillots ici à temps. Et donc, il fallait trouver une solution pour que le tournoi se joue quand même ici en Côte d'Ivoire. Et comment trouver une solution, comment trouver des maillots de qualité, comment trouver une entreprise qui fabrique des maillots de qualité ou bien comment trouver vraiment fabriquer des maillots de qualité ici en Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment un calvaire pour un pays qui a toutes ces stars internationales. On pourrait avoir de grosses entreprises d'équipementiers qui pourraient fournir des équipements de football, mais des équipements de sport localement qui seront beaucoup moins chers même et accessibles à tous ces jeunes-là, des centres de formation qui essaient de s'améliorer mais qui n'ont pas assez d'équipements. Et même pour les équipes, les grandes équipes de Ligue 1, voilà, le sport est beaucoup aimé en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas à son top. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Et quand je parlais de développement de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont là, qui attendent, pas qui attendent, mais qui sont à la recherche de... Il y a beaucoup de jeunes talentueux. Il y en a même, je suis sûr, qui sont beaucoup plus talentueux artistiquement que moi. Que si on leur donne tout le matériel qu'il faut, ils pourront produire de très belles choses au nom de la Côte d'Ivoire, la crédibilité de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, en Côte d'Ivoire, on a des équipementiers qui fabriquent des maillots, mais pas à l'échelle mondiale. Est-ce que vous comprenez? Et ça, vraiment, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de cette union-là, de la jeunesse. Parce que moi, je veux pas, je peux, parce que je sais comment faire. D'ailleurs, nous sommes en train de fabriquer les maillots du tournoi ici en Côte d'Ivoire parce que les maillots ne pourront pas être là à temps. Donc, voilà. Aussi, par rapport au développement, une petite parenthèse, d'autres personnes vont utiliser ça ou bien d'autres personnes utilisent déjà ça comme des pics au fait, pour lancer parce qu'ils s'attendaient à des maillots qui viennent de l'extérieur. Et ça, c'est pas bon déjà. C'est pas bon parce qu'on dévalorise tout ce qui est fait chez nous et on valorise ce qui est fait à l'extérieur. Et c'est tout ça, au fait, qui est mon combat. Il faut qu'on puisse s'entraider ensemble parce que c'est le seul moyen de développer en fait, notre pays, notre jeunesse. Parfait. Vu qu'on parle de maillot, comment tu réagis à la déclaration du président de la Fédération ivoirienne de football? Tu avais parlé de tes maillots qui ne seraient jamais utilisés, on va dire ça comme ça, par l'équipe nationale. Comment tu réagis à ça, à cette sortie qui a eu cours il y a quelques mois en arrière?
J'ai pas. Bon, ça m'a rien fait de spécial, hein. C'est normal, c'est normal. C'est normal, ils ont déjà un partenariat avec un équipementier. C'est normal. J'espère que lorsque leur contrat sera fini, ils pourront donner une chance à la jeunesse ivoirienne que nous sommes, pas à moi-même, pas à moi seul, mais à la jeunesse pour qu'on puisse vraiment habiller nous-mêmes nos joueurs et puis vraiment représenter notre pays à l'échelle mondiale aussi. Voilà. Mais c'est bien que ça ne te fasse rien cette déclaration. Pourquoi? Pour une raison toute simple, parce qu'un équipementier, tu connais quand même le coût d'investissement. Hein? Le coût d'investissement pour un équipementier, c'est quoi le coût d'investissement? Parce que Jonathan, tu vas faire un maillot pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il faut fabriquer ce maillot. Il faut verser d'abord de l'argent parce que c'est ta marque et qui sera promue par la fédération. Est-ce que toi, tu pourras avoir tous ces sous-là quelque part? Donc c'est normal qu'au final, sa déclaration ne te fasse rien. La marque verse de l'argent à la fédération. Lorsque Puma, justement, décide d'habiller les éléphants de Côte d'Ivoire, Puma fabrique et Puma donne de l'argent. Un équipementier, ou bien que ce soit Puma ou Nike, parce que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire devient sa vitrine. Ils font la promotion de Puma. Est-ce que vous savez pourquoi? Tu ne connaissais pas un peu les clauses un peu de ce genre de Je connais, mais c'est pas. Ce que vous dites, c'est vrai, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Parce que Puma ne donne pas, ou bien, bon, je ne vais pas dire leur nom. Mais de toute façon, c'est Puma qui habille les éléphants de Côte d'Ivoire. Normalement, ils sont là pour du business. Ils n'ont pas, d'abord, il faut être clair, ils ne sont pas là parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, ils ne sont pas là parce qu'ils aiment les éléphants, ils sont là parce qu'ils ont vu une opportunité d'argent. Ils ont vu un marché, ils ont vu que aussi les éléphants avaient une très grosse audience et ils ont vu aussi qu'avec les éléphants, ils puissent faire de l'argent. Donc ce qu'ils reversent à la fédération n'est pas l'argent qui sort de leur poche pour reverser. Techniquement, on peut dire ça s'ils le versent avant, mais c'est aussi l'argent des ventes. C'est comme un pourcentage en fait. Parce qu'ils ne vont pas venir donner 100 milliards et puis aller faire 2 milliards de recettes. Et puis continuer à donner encore 100 milliards l'année prochaine pour faire 2 milliards. Ils sont en train de perdre. Mais s'ils ont donné 1 milliard, c'est qu'ils ont gagné beaucoup plus que ça. Et c'est normal parce que c'est vous qu'on représente. C'est quelque chose qui est entaché. C'est ce que je veux que tu comprennes. Pour te dire que toi, donc ça veut dire que normalement, tu n'as pas, en tant qu'équipementier, tu n'es pas forcément obligé que tu te reverses des milliards ou tu reverses l'argent cash à une équipe pour les habiller. Pas forcément. On peut les habiller, on peut aussi bénéficier dans la vente des maillots. Parce que c'est la même chose. Eux, ils bénéficient de la vente des maillots aussi. Ils ne vont pas dépenser plus qu'ils ne gagnent. Ils ne vont même pas dépenser. Toi, tu souhaiterais par exemple habiller les éléphants parce que le design est beau, tu les habilles et puis après, il n'y a rien à reverser, c'est ça? Non. Moi, je n'habille pas les éléphants. Moi, tu souhaiterais. Voilà, non, moi, je ne souhaite pas habiller les éléphants parce que le design est beau. Tout le monde peut faire de beaux designs. Même le design de Puma, il était beau. Il était juste trop simple, c'est tout, mais il était beau. Il est beau. Il est beau. Tout le monde peut faire de beaux designs. Je ne les habille pas parce que le design est beau. Et d'abord, il faut dire que je n'avais même pas décidé de les habiller, en fait. Voilà, j'ai juste demandé à la fédération de nous faire confiance en tant que jeunes, aussi d'essayer de jeter un coup d'œil, c'est tout. Sinon, les habiller, voilà. Si on les habille, c'est une très bonne chose, c'est une fierté, parce qu'ils vont représenter une marque locale du pays. Et c'est la même chose parce que les Américains avec iPhone, les Américains n'utilisent pas iPhone parce que iPhone c'est le meilleur téléphone. C'est vrai que c'est un meilleur téléphone, mais ils utilisent iPhone parce que c'est local. C'est grâce aux Américains que iPhone a réussi. C'est grâce aux Asiatiques que Samsung a réussi. Et toi, tu souhaiterais qu'un jour qu'on puisse promouvoir une marque locale? Plusieurs marques locales. Parfait. Moi, je souhaiterais que toutes les industries soient représentées, que la Côte d'Ivoire soit représentée dans toutes les industries à l'échelle mondiale. Dans l'industrie de la musique, dans l'industrie du film, dans toutes les industries, que la Côte d'Ivoire vraiment soit représentée à la meilleure échelle mondiale. Voilà. Tes designs, on en parle, c'est toi qui les fais ou c'est ton équipe technique? C'est les designs des maillots, c'est toi qui fais tout? Moi. Ok. Et même tu as même candidaté pour les Lions du Cameroun, les Lions indomptables. Bon, ouais.
Les On en designs, parle? j'ai mon ami, mon graphiste, mon petit, mon frère et tout ça, avec qui je travaille, qui est super avancé, très rapide quand il s'agit du logiciel et tout ça. Moi, je suis juste la partie créative. Je lui dis, mets ça ici, mets ça là, fais ci comme ça. Souvent, je fais un peu, mais c'est beaucoup plus lui qui fait ça parce qu'il est, il est très avancé. Et lui, il est beaucoup shy. Donc, je prévois Il est beaucoup quoi? lui donner une innovation. Shy, il est beaucoup timide. Voilà, Ok. voilà. Et donc, je prévois lui donner une très grande ovation le 13 là. Et puis vraiment le féliciter pour tout ce travail abattu. Parce qu'il a joué un très grand rôle aussi. Il joue toujours un très grand rôle dans mes designs, dans mes réalisations. Voilà. Voilà. Il me comprend super bien quand je lui dis mets ça là, il fait exactement ce que je lui demande. Et puis voilà. Pour le Cameroun, finalement, vous n'avez pas candidaté, c'est ça? Si, avec l'équipementier, avec mon partenaire, c'est eux qui suivent ça, pas moi. Moi, je suis juste un designer. Moi, je fais les designs, je crée, et puis bon, voilà, c'est toute là. Parce que être équipementier, il y a aussi la logistique qu'il faut gérer, il faut que les maillots arrivent, il faut savoir combien de maillots tu vas vendre. Tout ça, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup d'efforts. Ce n'est pas des choses qu'on fait à la minute. Et donc, voilà. Parfait. On va s'intéresser au tchin-tchin. On espère que tu seras prolixe, que tu vas nous donner les moindres détails de tout ce qu'il y a pu avoir comme peut-être attaque, comme frein, tout ce que tu as pu vivre dans l'antichambre, parce que le 13, tout le monde t'attend. Le tchin-tchin, tu lances, super, les récompenses, de très belles récompenses. Au départ, c'est avec le FUMADA, Fédération de Maracana, et après, on voit leur communiqué. Comment est-ce que tu reçois ce communiqué et comment est-ce qu'après tu décides de sortir de la Fédération de Maracana pour t'affilier à la Fédération de Petit Poteau? Je ne suis pas sorti de la Fédération de Maracana vu que je n'étais jamais entré dans la Fédération de Maracana. Le tchin-tchin, c'est le petit poteau qu'on joue dans le tchin-tchin. On a juste appelé ça Maracana comme ça, sinon en réalité c'est le petit poteau qui est joué. Et donc quand j'ai vu le communiqué, je ne me rappelle même plus là où j'étais quand j'ai vu, mais je sais que j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je ne savais pas qu'il y avait une fédération de Maracana, mais d'accord, on va voir. J'en ai parlé à mes avocats, ils m'ont dit de patienter, ils vont me revenir. C'est tout ce que je faisais jusqu'à ce que Là, tu as pu prendre des avocats locaux maintenant? Non, c'est mes mêmes avocats. Américains? Oui. Ok. Et jusqu'à ce que la Fédération des Petits Poteaux maintenant fasse aussi un communiqué pour que j'apprenne qu'il y a une Fédération des Petits Poteaux. Et j'ai dit, waouh, mais ça tombe bien, c'est exactement le petit poteau qu'on joue. Je ne savais pas qu'il y avait une fédération. Si je savais qu'il y avait une fédération, je me serais affilié depuis le début avec eux. Voilà, parce que c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont là, la promotion puis l'encadrement. Voilà, moi seul, je ne peux pas tout faire. Voilà, donc moi-même, j'allais me confier à la fédération. Donc, depuis le début, je ne savais pas qu'il y avait une fédération de petits poteaux. Voilà, pour dire vrai. Là, tu es avec la Fédération de Petits Poteaux. Le tchin-tchin, c'est une grosse initiative. Forcément, tu as dû faire face à pas mal d'obstacles. Yeah. Tu peux nous en révéler quelques-uns? Des obstacles du tchin-tchin. Ouais. Mon image, parce que en fait, les gens, ils se sont dit que mon image est la chose la plus précieuse pour moi, vu que je suis en train d'organiser un tournoi qui va rassembler des gens et des entreprises partenaires aussi. Et donc, ils se sont mis à salir mon image. Donc, voilà, je subissais. Je voyais de temps en temps les attaques sur les réseaux sociaux, les commentaires, les posts, les moqueries et tout ça. Mais c'est quelque chose de normal, quoi. Ça m'a pas fait grand chose. Donc, comme on le dit dans le jargon ivoirien, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont allés te torpiller auprès de certains partenaires par hasard? Ah, beaucoup. Là, des gens avec qui j'ai mangé. Oui. Des gens que j'ai aidés financièrement. Avec qui on a commencé.
dans le début et qui, un bon matin, parce qu'il y a un autre qui a essayé de recommencer son tournoi, qui se lève et puis, boum, ils deviennent automatiquement des ennemis. Donc, j'ai un partenaire qui sont allés voir, un partenaire lui-même qui devait être le partenaire même, voilà, le dernier partenaire qui nous restait, d'après eux-mêmes. Et donc, ils sont allés le voir. Un jour, je suis allé à son bureau, il m'a dit que voici telle personne, parce que lui, il ne cache pas, il m'a cité les noms. Et il m'a dit, telle personne, nous ont pris rendez-vous pour venir me voir, pour me dire que voici, tu n'es pas bien, voici comme ça, voici comme ça, voici comme ça. Vu que lui t'a donné des noms, nous aussi on veut avoir ces noms. Non, je préfère taire les noms. Il y a même des célébrités. Bah, ce serait bien parce que sinon au final tout ce que tu es en train de dire m'a dit que tu dis ça juste, excuse-moi mais c'est comme du vent, si tu ne donnes pas de nom, d'autant plus que le monsieur il t'a donné des noms, si tu dis qu'il y a des célébrités qui sont allées te torpiller, pourquoi ne pas donner le nom de ces célébrités là? Parce que je veux éviter les scandales, parce que, dans quel sens? si je donne le nom tout à l'heure là, ça va devenir autre chose. Je parle de ça parce que voilà, on est relax, c'est une interview, sinon c'est pas des choses qui m'affectent, c'est normal, Je suis Jonathan Morrison, c'est normal que j'ai des ennemis. La vision que j'ai, le développement que j'ai, tout ça, les ennemis, c'est normal. Des gens qui vont aller. Moi, j'ai dit au gars, je lui ai dit, c'est normal. Tu as le choix. La vie, c'est un choix. Tu choisis si tu veux les écouter ou tu veux faire de toute façon, avec ou sans toi, le tchin-tchin aura lieu. Donc, tu fais un choix. Et il a décidé de continuer avec nous, mais ils ont tellement insisté. Et vu que, voilà. Il y avait aussi des célébrités qui s'y mettaient, donc voilà, il s'est dit que... Parce que si tu ne donnes pas de nom, puisque tu reviens encore là-dessus, c'est comme si au final tu dis des choses sans pouvoir les étayer. Bon, je préfère que les gens pensent que je dis des choses vagues que de dire les noms puis créer le scandale. Parce que là, je suis en train de préparer le tournoi, je veux que tout se passe bien, je veux la paix avec tout le monde. Je veux la paix, même avec ceux qui ne m'aiment pas, avec ceux qui me détestent, ceux qui sont contre moi. Tu peux être contre moi, mais... à la distance, on voit la paix. La paix, chacun dans son coin, on est en paix. Voilà. Donc je veux la paix, je ne veux pas dire des noms. Parce qu'après, le gars, c'est ce que lui l'a dit. Je n'ai pas entendu ces personnes-là dire ça. Donc je ne peux pas affirmer, je ne peux pas dire que ce qu'il dit est vrai. Mais tu dis, tu as montré la preuve. Non, il m'a dit que... Il t'a dit sans te montrer des preuves? Il n'y a pas de preuves. C'est que lui, peut-être aussi, il a transféré. Ne pas vouloir t'aider. Non, il m'a transféré des messages qui se sont échangés. Il m'a dit leur nom ouvertement. Il m'a montré. Mais je préfère ne pas mentionner de nom. Voilà. Okay. Sinon, j'ai été... À chaque fois que je fais quelque chose, il y a toujours des gens comme ça. Même le palais des sports, on m'a dit qu'après l'annonce, il y a eu tellement d'appels au palais. Pour vérifier, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça... Voilà, c'était ça l'objectif de leur campagne de dénigrement, de semer le doute. Il y a même des gens jusqu'à présent qui appellent pour savoir si, comment on appelle ça, les tickets sont disponibles, est-ce que vraiment l'événement va se passer? Il y en a qui veulent acheter les tickets le jour J, il y en a qui attendent à la veille et tout ça. Vraiment, c'est... Voilà, ils ont su semer le doute dans le cœur des gens. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un va quitter les États-Unis, venir mentir en Côte d'Ivoire par rapport à quelque chose. Nous sommes en train de travailler. Moi, je suis ouvert. Moi, j'ai pas... Jonathan, là, on est dans le cœur du débat. Cette interview a lieu le vendredi 12 août 2022. Il est pratiquement, on va dire, là, il est 1h24 à Abidjan. On est dans le cœur du débat. Cette interview sera diffusée le samedi 13 août. Est-ce que là, tu peux rassurer toutes les personnes qui ont cru en toi, qui croient en toi, qui te soutiennent à tous les niveaux, que le tchin-tchin aura bel et bien lieu et où et les détails? Si vous voyez cette interview, ça veut dire que les activités du tchin-tchin ont déjà commencé, vu que ce sera diffusé à 13h et qu'on va commencer déjà depuis 8h, on va commencer la caravane, le festival et tout ça. Et donc, le tchin-tchin a lieu. Parce que vous voyez ça aujourd'hui, samedi 13. Donc le tchin-tchin a lieu au centre socio-culturel. C'est à Djamé. Voilà. On va
à la lisière du lycée technique, Voilà. là où il y avait... C'est là où on a fait le match amical Côte d'Ivoire-Cameroun. Voilà. C'est là que nous sommes présentement. C'est un très bel espace et c'est dû au fait que il y a des travaux qui ont commencé juste il y a 2 jours de cela au Palais des Sports. Coïncidence? Donc on nous appelle pour nous dire qu'il y a des travaux qui ont commencé parce qu'ils doivent retoucher le sol, l'espace de jeu, un truc comme ça. Donc il fallait trouver une solution rapide et donc on a trouvé cet endroit qui est parfait. On va jouer ici pendant les 2 premières semaines. Tous les matchs de poule vont se jouer ici et à partir du 28, on retourne au palais. Le match d'ouverture ici, la cérémonie d'ouverture est prévue pour quelle heure? Le match d'ouverture sera pour quelle heure? Le match d'ouverture sera pour, on va dire, 17h30, 18h. Voilà. Et la cérémonie d'ouverture va commencer depuis le matin, même à Yopougon avec le festival là et tout ça, le tchin-tchin. Ça aura lieu où? À Yopougon, on va faire une marche de Palais jusqu'à Figayo. Et puis, lorsqu'on arrive à Figayo, on va se départager en équipe, on va faire des jeux et tout ça, voilà. Est-ce qu'il y a des célébrités qui sont attendues? Est-ce qu'il y a des innovations majeures? Est-ce qu'il y a des articulations particulières que tu peux nous donner là à la faveur de cette interview? Bon, j'ai des amis célébrités qui, je suis sûr, sont au courant déjà. Parce que moi, je ne suis pas trop dans... Moi, je ne communique pas trop, surtout avec les autres. Je suis beaucoup occupé à travailler. Et ça devient un défaut parce que je n'arrive pas à keep up avec les autres personnes. Donc, les célébrités, j'invite d'abord à la caméra, j'invite toutes les célébrités à nous joindre parce que le petit poteau, c'est un sport national. Il ne faudrait pas que les gens continuent de penser que le tchin-tchin, c'est pour moi. Le tchin-tchin, c'est pas pour moi, c'est pour toute la jeunesse. C'est moi qui ai juste pris le risque de le révéler, mais c'est pour tout le monde en fait. Voilà. Et donc, je suis tellement dans le travail que c'est difficile pour moi de keep up avec la vie, comme je faisais avant, les snaps, les causeries, tout ça, tout ce qui est fun. Donc, voilà, j'ai pas eu le temps de... J'ai parlé avec quelques célébrités que j'ai invitées, que je continue toujours d'inviter, mais j'ai pas eu le temps de créer une certaine amitié, une certaine... Ouais, vas-y. J'ai pas eu le temps de créer une certaine fraternité avec... J'ai pas eu le temps de créer une certaine fraternité avec les célébrités d'ici, donc voilà, j'espère qu'ils vont accepter mes invitations. Voilà, parce que... Non, mais on voit qu'il y a beaucoup de célébrités qui t'ont déjà soutenu quand même. Bien sûr, tu dis qu'il y a certaines célébrités qui t'ont torpillé, mais il y a certaines célébrités tout de même qui te soutiennent, non? Bien sûr. On a vu ouvertement Kérosène, récemment Roselyne Layo, pas mal de personnes. On a vu aussi au lancement... Brigitte. Voilà, on a vu aussi au lancement où il y avait des footballeurs internationaux comme... Zokora Maestro, il y avait Zoromac, il y avait pas mal de personnalités quand même du monde du football qui étaient à tes côtés. Donc quelque part au moins tu as un soutien. C'est normal. Voilà, en dépit de tous ces soutiens, en dépit de pas mal de choses, il y a certaines personnes qui te trouvent jusque-là pas crédible. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes? Rien, j'ai rien à leur dire. C'est normal. C'est normal. Un peu, c'est pas tout le monde qui va me trouver crédible. Ça dépend. Ça dépend de leur expérience, ça dépend de ce qu'on leur a dit, ça dépend de ce qu'on leur a raconté sur moi et ça dépend de eux-mêmes aussi, leur manière de voir les choses dans la vie. Mais qu'est-ce que toi tu pourrais faire pour changer cette donne? Rien. Je ne fais rien. Moi, je me focalise plutôt sur ceux qui me trouvent crédible. Voilà, je préfère gaspiller mon énergie à satisfaire ceux qui me trouvent crédible que de convaincre ceux qui ne me trouvent pas crédible. Tu pourras truc, hein. Vu qu'on parle de crédibilité, tu dis que tu ne peux rien faire pour ceux qui ne te trouvent pas crédible, tu ne peux rien faire pour ces personnes.
Mais dans tes prises de parole, dans ta démarche, on a l'impression que tu es dans une certaine victimisation. Que c'est à toi que tout le monde est contre toi, quelque part. Pourquoi est-ce que tu penses cela, par exemple? Je ne suis pas une victimisation, j'ai jamais... Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas, d'ailleurs. J'aime pas la victimisation. Si vous voyez les gens qui sont autour de moi, parce que même tout à l'heure, quand tu disais qu'il y a eu le changement de lieu, c'était comme si quelque part, toi, tu avais eu tous les accords du Palais des Sports et qu'au dernier jour, parce que tu as fait un direct pour dire que ça aura lieu au Palais des Sports, les gens t'ont arraché le Palais des Sports. Non. Il y a eu aussi le cas avec le 13 taxi. Ah, il y a eu des gens qui sont venus, ça n'a pas pu avoir lieu. On a l'impression quelque part que c'est comme si tu as tout le monde contre toi, quelque part, non? Alors qu'autant jeune que tu es, il y a beaucoup de jeunes qui ont monté de grosses entreprises, qui ont pignon sur rue en Côte d'Ivoire, mais qui s'en sortent. Est-ce que ce n'est pas parce que ta démarche, elle est quelque part un peu à revoir? Non. D'abord, je ne me victimise pas. C'est quelque chose dont j'ai horreur d'ailleurs. Et par rapport à ma démarche, en fait, quand je disais tout à l'heure que le palais, on nous a dit qu'il y a des travaux à faire, il n'y a pas de problème. Moi, je ne veux pas que ça... Si ça sonne comme si on m'a arraché le palais, c'est que c'est l'histoire. Moi, j'ai rien à voir dedans. Moi, j'ai juste dit que voilà, le palais n'est pas disponible parce qu'il y a des travaux à faire là-bas. Et donc, on a dû chercher un autre coin très rapidement. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas fait d'annonce. Si je voulais me jouer les victimes, j'allais partir parler de ça sur Facebook comme ci, comme ça. Non. J'ai en même temps cherché une autre solution pour que le tournoi puisse se dérouler. C'est tout. C'est normal. Moi, je dis toujours, c'est normal. Je suis tellement grand que c'est normal de me haïr. Donc, c'est pour ça que tout ce qui vient là, je vois ça, j'essaie de dealer avec en fait. Sinon, c'est normal. Depuis que tu as commencé cette initiative, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont liguées contre toi. Quels sont tes farouches adversaires qu'on peut aujourd'hui, on va dire, notifier, avec qui tu as eu à faire des passes d'armes sur les réseaux sociaux? Je n'ai pas d'adversaire. Et pourtant, il y a certains à qui tu as répondu quand même. J'ai répondu, mais ce n'est pas forcément à mes adversaires que on répond à des enfants aussi, à des petits. On frappe les enfants. Si un enfant, tout à l'heure, on est en train de faire l'interview, c'est bien. Mais je crois que si votre fils était là, qui tournait, avec un regard seulement, il va se calmer. Donc ça ne veut pas dire que parce que je le regarde, donc c'est mon adversaire. Non, c'est un enfant, il doit se mettre à la place des enfants. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas d'adversaire. Et pourtant, si on veut identifier et les nommer, on sait que tu as eu deux farouches adversaires, voilà, avec qui tu as eu vraiment à faire des passes d'armes. Je parlais de Suleiman Kamagaté, de aussi Ezozo Tio, je crois bien. Voilà. Ces deux personnalités-là, pourquoi vous êtes arrivé à vous détester à ce point où vous répondez souvent par des publications interposées? Moi, je ne les déteste pas. Hein. D'ailleurs, je ne les connais même pas. Je ne les connaissais même pas avant d'arriver ici en Côte d'Ivoire. Avant de revenir là en février, là, que Suleiman, c'est sur le plateau de télé que je l'ai connu. L'autre, c'est en lançant des pics que je l'ai connu. Donc moi, je ne les déteste pas. Je n'ai rien contre eux, je ne les vois même pas. Seulement quand ça devient trop, il faut taper sur la table, c'est tout. Sinon, moi, ils sont trop petits pour moi. Dans quel sens? Dans tous les sens. Quand tu dis toi, ils sont trop petits pour toi, quand même, il y a une unité de mesure à cela, non, tout de même? Oui, mais partout. Dans tout ce qui est bon, ils sont très petits pour moi. C'est quoi? Matériellement, intellectuellement, physiquement, partout. Partout. Okay. On ne va pas décortiquer, vu que le courant de cette interview, tu n'as pas voulu décortiquer pas mal de choses, on va avancer tout de même. Mais, je cache certaines choses, toujours? Non, tu n'as pas voulu décortiquer, ça je te le dis ouvertement. Okay. Mais Suleiman Kamagaté, lui, t'a tendu la main. Qu'est-ce que tu fais de sa main tendue? Il m'a tendu la main? Oui, il a souhaité, il dit si tu as besoin de son expertise, si tu veux vraiment que vous puissiez travailler ensemble, il est prêt à travailler avec toi. Et, ah bon? Oui, il a dit dans certaines sorties quand même que lui, il est prêt à bosser avec toi. Qu'est-ce que tu réponds? Je ne savais pas, Bon, là, tu l'apprends, là, donc qu'est-ce que tu réponds alors?
Rien. Moi, je ne veux pas travailler. Je ne veux pas travailler avec lui juste parce qu'il faut travailler avec lui, vous voyez. Je n'ai pas de problème à travailler avec lui. S'il remplit les conditions, bien sûr, il n'y a pas de problème. S'il remplit les conditions, s'il a les niveaux dans son domaine, il n'y a pas de problème à travailler avec lui. C'est un jeune comme tout le monde et c'est pas parce qu'il a fait quelques sorties sur moi ici et là que je vais les détester. Non, pas du tout. Au-delà de certains de tes détracteurs, tu es tout de même, ce qu'on le veut ou pas, tu es porté par un certain populisme, surtout sur les réseaux sociaux où on voit ta fanbase, il y a pas mal de personnes. On a vu que tu avais créé même un groupe. Tu as eu combien? Près de 60 000 personnes, je crois, en 3-4 jours. 3 jours, oui. En 3 jours, 60 000 personnes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui te portent. Est-ce que tu t'attendais à un tel soutien populaire quand même via les réseaux sociaux? Plus ou moins. Pourquoi? Je savais, mais c'est toujours nouveau, quoi. Voilà. Sinon, j'avais quand même une idée. Parce que c'est des choses qui ne trompent pas. C'est des choses qui ne trompent pas. Les faits sont là. Et voilà. Le Tchétchène, combien cette compétition t'aura coûté au final? Parce que c'est vrai qu'on parle très souvent des récompenses que tu as promises, mais combien ça t'a coûté en termes d'investissement pour l'organisation, tout, combien ça t'a coûté? Bon, on n'est pas encore à terme, non, on ne peut pas savoir combien ça a coûté, mais ça coûte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup. Une idée? D'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. J'ai décidé de ne plus parler des prix, des chiffres, voilà, parce que ça envoie trop de polémiques, ça envoie trop de choses. Voilà. Donc j'ai décidé de ne plus parler. J'apprends de mes erreurs. J'apprends de mes erreurs. On va vers la fin de l'interview. Petite question indiscrète quand même. Très belle interview. Hein. Petite question indiscrète quand même. Moi, ce n'est pas mon sentiment parce que j'ai l'impression que tu as gardé beaucoup de choses. Ça, je le dis en toute honnêteté. Mais petite question indiscrète. Est-ce que tu as déjà regardé le film documentaire L'arnaqueur de Tinder? L'arnaqueur de Tinder. Tu l'as regardé? Non. Je n'ai pas regardé. Tu n'as pas regardé? L'arnaqueur de Tinder, c'est pas le gars là qui était dans les jets privés et tout ça, qui disait aux filles qu'il a été agressé avec son garde de corps, comme ça. Voilà. J'ai vu ça. Super. Je n'ai pas regardé totalement, mais j'ai vu quand même quelques extraits. J'ai suivi l'émission, le film documentaire, en fait. Mais pas entièrement, parce que arrivé un moment, les mêmes actions se répétaient. Je sais déjà toute l'histoire, quoi. Donc, quand tu as regardé ce film, qu'est-ce que ça t'a fait? Rien. Ça m'a montré une autre partie, un autre angle de la vie, un autre style de personne. Je vois et puis je dis waouh. Donc ce genre de personnes-là qu'on croise à l'aéroport ou bien dans les coins publics, voici le type de vie qu'ils sont peut-être en train de vivre, tout ça, ou bien ce genre de personnes qu'on croise dans les bars. Parce que les gens comme lui, là, j'en ai vu plein dans les bars aux États-Unis, tous les clubs qui viennent mettre beaucoup de bouteilles en l'air. Quand tu les vois, tu crois qu'ils sont super riches. Et voilà, j'en ai vu plein, mais c'était un wow pour moi en fait. Donc, à quoi doit-on s'attendre pour l'ouverture du Tchétchène? À une très belle fête, à une mobilisation de la jeunesse, voilà, une sorte de victoire, une sorte de célébration, parce que c'est comme une ouverture de gates, une ouverture de portail pour la jeunesse ivoirienne surtout, parce que le Tchétchène pourra non seulement donner des marchés à tous les freelancers, les jeunes qui pourront trouver quelque chose à faire pour gagner aussi quelques sous, et aussi révéler des talents, aussi porter l'image du pays à un autre niveau. Voilà. Est-ce qu'il y a un message fort que tu souhaiterais faire passer à la faveur de cette interview? J'aimerais remercier tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début, tous ceux qui croient en moi et tous ceux qui m'aiment. Voilà. Je travaille jour et nuit pour satisfaire
tous ceux qui m'aiment avec des produits constructifs, des technologies, parce que pour moi, la technologie, c'est le meilleur cadeau que l'homme a. Et j'aimerais encourager la jeunesse à joindre le 13. Parce que tous les conseils que je vais donner là seront aussi inclus dans le 13. Et au lieu de dire travaillez, faites ci, faites ça, faites ci, c'est trop long. Joignez dans le 13 et tout va bien se passer. Voilà, j'ai décidé. En fait, le truc c'est que une partie me dit tu parles trop et il y a l'autre partie qui me dit tu parles moins, tu es mystérieux. Ici on me dit je suis mystérieux, ici on me dit je parle trop. Donc moi je ne sais plus quoi faire. En fait. Je préfère rester mystérieux en même temps parce que quand je parle on me dit je parle trop. Tu t'as dit que tu parles trop. Bruit. Beaucoup de personnes me disent que je fais tout ce bruit. Vous voyez, le Tchin-Tchin est un très grand événement et les gens s'attendaient à avoir des panneaux publicitaires, des spots télé et tout ça. Ce qui était prévu, mais la campagne de dénigrement a beaucoup affecté le développement du Tchin-Tchin. Et donc, là, vous voyez que nous sommes en train de réaliser toujours, je suis en train de réaliser ça tout seul. Voilà. Et c'est normal parce que c'est ça. Qu'est-ce que tu aurais su qu'on retienne de toi? Que je suis là. Je reprends ma question. Hein. Que souhaiterais-tu qu'on retienne de toi? C'est ça que je dis. Je souhaite qu'on retienne que je suis là et je suis prêt. Que là, tu es prêt dans quel sens? Dans tous les sens. Parfait. Un dernier mot? Ou bien c'est ton dernier mot, Jonathan? C'est ton dernier mot. Je conclue rapidement. Hein. C'est ton dernier mot. Nous sommes aujourd'hui samedi 13 août 2022. Jonathan Morrison l'a promis. En tout cas, on s'en rendra compte le 13 août. Une chose est sûre, cette interview, vous allez la voir le 13 août. Voilà. Mais il a dit. Et certainement, en même temps, vous verrez le début du tournoi Tchin-Tchin. Le 13 août. Voilà, le 13 août. On l'espère bien. Le 13 août. En tout cas, Jonathan l'a promis. Jonathan a souhaité faire le grand déballage lors de cette interview. Pour notre part, il ne nous a pas donné satisfaction, là je le dis en toute honnêteté, parce qu'on aurait aimé vraiment avoir des choses exclusives. Voilà, malheureusement, le garçon nous a laissé sur notre faim. Une chose est sûre, ça fait partie en tout cas de sa trame communicationnelle. Qu'on le veuille ou pas, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est très apprécié, qui est beaucoup aimé par des milliers de jeunes qui s'identifient à lui, qui l'aiment et qui le soutiennent, qui le boostent. C'est surtout ça qu'il faille retenir. Et une chose est sûre, c'est clair qu'il a emmené une idée ingénieuse. Dans sa marche, dans ta démarche, il a pu en tout cas joindre à lui beaucoup de personnes. Nous, on ne peut que te souhaiter plein succès, en tout cas Jonathan. Et je le dis encore une fois de plus, merci pour le respect que tu m'as toujours témoigné. Ça, je le dis, et ce respect, il demeurera. Une chose est sûre, voilà, ça c'est clair. En tout cas, merci pour cette interview. Merci beaucoup au boss qui a pris son vol spécial de Paris. Il est arrivé à Abidjan avant-hier spécialement pour l'interview. Vraiment, merci à mon vieux père pour ça. Il a dit il faut que moi-même je sois là pour faire l'interview. Il a pris son vol international juste pour cette interview-là. Donc, vous voyez le sérieux qu'il y a dans son travail, le sérieux d'Actu People. Et je vous invite à suivre Actu People parce que c'est un média qui vérifie les informations avant de les relayer. Actu People vérifie, Actu People n'est pas dans les buzz inutiles, voilà. Actu People vérifie les informations avant de les publier. Donc, si vous voyez une information sur Actu People, voilà, sachez que c'est vérifié.
Ok, on espère que la prochaine fois tu vas donner plus de détails encore parce qu'aujourd'hui là tu nous as laissé sur la fin. C'est pas bien grave, c'est vrai que. Je ne sais pas même comment donner plus de détails parce que pour moi je suis venu ouvrir. Là on est en train de faire le after de l'interview là, en même temps qu'on conclut. Mais c'est bien, c'est tout ça aussi. Ok, bon, c'est les noms là qu'il faut donner, ça qui sont les détails. Mais si tu veux même les donner si tu veux les donner là, il n'y a pas de problème. Non, mais parce que c'est ça, parce que lorsqu'on veut donner des choses de manière exclusive, il faut les donner de manière exclusive et de manière vraiment exhaustive. Non, je veux pas. Il ne faut pas faire de retenue. Je veux pas créer. Je veux que cette interview là vraiment soit vraiment classe quoi. Je veux pas créer de scandale après ça. Voilà, parce que je sais forcément que ça c'est rien. Ça, c'est rien. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Si tu les reconnais, c'est bon. Voilà. Mais pourquoi ne pas avoir dit justement ces choses-là? C'est exactement pour éviter. Essaie de bien mettre ton micro, s'il te plaît, en même temps qu'on y est. On n'a pas besoin de couper pour ça. Yeah. Mais pourquoi justement tu n'as pas voulu dire les choses? Alors que justement, tu as voulu tout dire. Et là, tu l'as dit tout à l'heure, et ça, c'est pas faux. Nous sommes arrivés de Nantes, voilà, justement, où je réside depuis le... De Paris? Moi, j'ai dit Paris. Non, mais moi, ouais, mais c'est pas grave. Okay, Nantes, Paris, c'est à Paris que j'ai pris mon vol, mais moi, je réside à Nantes. Le mercredi 10 août, spécialement pour cette interview. Voilà, il fallait qu'on la réalise avant le 13. Nous l'avons réalisée dans la nuit donc, du vendredi 12. Là, il est quelle heure là? Pratiquement, il est 1h47. Je veux profiter pour rendre hommage à Didier Arafat. Merci pour tout ce qu'il a fait, pour la jeunesse ivoirienne, pour la joie qu'il nous a apportée. Et puis aussi, il nous a servi d'exemple de travail et d'exemple de réussite en fait. Donc je lui rends hommage aujourd'hui, 3 ans qu'il n'est plus. Et je lui promets de terminer ce qu'il a commencé. En tout cas, les Chinois apprécieront. Une chose est sûre, comme on le dit, on ne saura jamais ce qui se passe dans le 13. Moi, c'est ce que je retiens parce que là, on n'a pas su grand-chose, honnêtement. Je te le dis, Jonathan. Mais en tout cas, ça valait déjà l'acte. On a pu réaliser cette interview. Elle était prévue aujourd'hui à 11h. Ouais, on nous a donné rendez-vous pour 0h pour entretenir tout ce mystère et tout ce mythe. Enfin. Non, parce que c'est l'heure à laquelle mes esprits sont là et si on faisait ça à 11h là, je serais trop. Malgré que tes esprits étaient là, tes esprits t'ont pas amené à pousser davantage. En tout cas, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. À très bientôt pour un autre numéro d'Actu People. C'était Guillaume Vergès. Merci.